Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Nous sommes ravis de vous accueillir encore à distance et avec nos intervenants en présentiel au Hub pour le lancement de cette démarche de réflexion et d'action sur l'adaptation au changement climatique, sujet crucial évidemment pour nos territoires. Prévenir plutôt que guérir, comment aborder le changement climatique dans les territoires. Pour ce regard croisé de lancement, nous accueillons des intervenants passionnants, le Haut Conseil pour le climat, I4C, également les intercommunalités de France et Monsieur Jean Révéraud en charge des transitions, et puis deux startups pépites françaises de ce sujet, Urban Canopy et Kairos. Lancement d'un cycle thématique, comme je vous le disais, qui sera suivi de plusieurs conférences et ateliers thématiques, et notamment dès le prochain sera le 17 mars. Donc, je vous invite à l'inscrire d'ores et déjà dans vos agendas. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le Hub. Le Hub des territoires permet de rassembler nos partenaires et acteurs des territoires, qu'ils soient publics ou privés, autour d'événements, d'ateliers, de résidences. Notre mission collective, c'est d'inspirer et concrétiser les réussites territoriales et de nous rassembler. Alors, ne manquez pas de vous inscrire à notre newsletter, le lien va apparaître dans le chat Teams. Et également, dans le chat, le lien vers la page agenda du Hub, avec d'autres événements qui pourront certainement vous intéresser, notamment le 1er février, un retour du CES de Las Vegas. Et comme je vous l'indiquais, le 17 mars, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la prochaine conférence thématique sur ce sujet. Les villes cherchent leur respiration, confort d'été, lutte contre les îlots de chaleur. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Gilles Vauquelin, directeur pour le plan de relance pour la transition écologique de la Banque des Territoires, et Magali Regazza, géographe, mais également représentante du Haut Conseil pour le climat. Merci beaucoup et bon événement. Vous m'entendez? Voilà. Bonjour à tous. Merci Cécile pour cette introduction et pour cet accueil. Donc, je suis très heureux effectivement de pouvoir animer cette table ronde ce matin qui, vous l'avez vu, s'appelle « Prévenir plutôt que guérir ». Et donc, vous avez compris que le sujet, c'est d'introduire le thème de l'adaptation au changement climatique. On parle souvent de lutte contre le changement climatique, de réduction des gaz à effet de serre, mais moins de la façon dont on peut s'adapter au changement climatique, c'est-à-dire aux événements climatiques qui nous attendent, et notamment dans les territoires. Alors, pourquoi cette table ronde? Parce qu'effectivement, on constate une multiplication des événements un peu catastrophiques. On a vu encore cet été, enfin plutôt l'été dernier, ce qui s'est passé dans le nord de l'Europe. On se souvient des événements aussi dans le sud-est, dans les vallées de la Roya et de la Vésubie. Donc, on voit que ce sont des événements qui peuvent être violents, qui peuvent être plus fréquents. Et donc, il y a effectivement une nécessité de commencer à prendre en compte de manière beaucoup plus constante et approfondie ce sujet de la préparation et notamment de la prévention de ces événements. On va définir tout à l'heure avec Magali ce que c'est que l'adaptation au changement climatique. Mais donc voilà, et en plus, on a des prévisions effectivement du GIEC qui sont sorties l'été dernier qui montraient que le réchauffement climatique était sans doute encore un peu plus rapide qu'on ne le pensait auparavant. Et donc, les conséquences peuvent être encore plus élevées. Deuxième point, c'est qu'on a effectivement aussi, on le ressent, une prise en compte qui commence à s'accroître dans les territoires. En tout cas, il y a une demande, un besoin qui s'exprime. Et donc, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à faire cette table ronde, mais aussi plus globalement parce que, au-delà de cette table ronde, comme le disait Cécile à l'instant, on a l'intention de réfléchir à la façon dont on peut financer les projets d'adaptation au changement climatique. C'est aussi le rôle de la Banque des Territoires de financer les projets dans les territoires. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer à terme notre offre sur le sujet. On y réfléchit. Et d'ailleurs, les ateliers dont parlait Cécile à l'instant serviront aussi à co-construire, en tout cas à réfléchir sur la façon dont on va le faire.
Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, nous allons commencer cette première phase avec Magali Regueza. Donc, on vous a présenté, hein, vous êtes géographe, maître de conférence et aussi membre du Haut Conseil pour le climat. Et puis, on va passer donc une dizaine de minutes ensemble pour notamment, en quelque sorte, poser un peu le sujet, essayer de bien comprendre ce que c'est que l'adaptation au changement climatique. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Magali, c'est en gros, d'abord, peut-être nous rappeler ce que c'est que le Haut Conseil pour le climat. Alors, le Haut Conseil pour le climat, c'est un organe indépendant qui réunit 13 experts venus d'horizons différents et qui a la charge d'évaluer chaque année les politiques climatiques du gouvernement, en particulier le respect des trajectoires que fixe la stratégie nationale bas carbone. Et puis, le Haut Conseil pour le climat regarde aussi les questions d'adaptation. Et donc, chaque année, le Haut Conseil publie un rapport annuel. Il peut aussi être saisi par les représentants nationaux pour publier des rapports ponctuels, par exemple sur les bâtiments qui peuvent intéresser aujourd'hui le sujet, hein, sur la rénovation thermique. Et donc, ces rapports, l'année dernière, le rapport du Haut Conseil, pour la première fois, a consacré un chapitre de ce rapport annuel à l'adaptation. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on vous a invité ce matin. Peut-être pour introduire le sujet, en fait, à votre avis, quelle définition on peut donner en fait au thème de l'adaptation au changement climatique? Alors, de façon la plus basique, hein, l'adaptation, c'est le fait de se transformer pour faire face à un changement, à une perturbation. Quand on regarde le climat, la politique climatique, elle a deux jambes, vous en avez parlé. Le premier aspect qu'on connaît bien maintenant, c'est l'atténuation, c'est-à-dire la limitation du changement climatique en cours et à venir. Et la deuxième jambe, ça doit marcher ensemble, c'est l'adaptation, c'est-à-dire toutes les politiques qui vont permettre de réduire ou de contenir ou de limiter, voire d'éviter les conséquences de ce changement climatique. Donc, il y a trois types d'adaptation. La première, c'est ce qu'on appelle l'ajustement réactif, c'est quand vous allez répondre au coup par coup. La deuxième forme, elle est un peu plus compliquée, elle demande plus de transformation. La somme, en fait, de ces réponses par apprentissage va conduire à une transformation. Et puis, il y a ce qu'on attend, ce qui va être nécessaire et ce qui va être le plus coûteux et le plus douloureux, c'est ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité des territoires au changement climatique. Avec un double message, c'est que d'une part, la technologie qui est essentielle ne suffira pas, et que le pendant de la technologie, c'est ce qu'on appelle les changements de comportement, ne seront pas suffisants non plus. Donc il va falloir agir sur des transformations pour l'ensemble des infrastructures, des bâtiments, des réseaux, des activités, de la localisation des habitants, des entreprises. Donc ce sont vraiment des transformations extrêmement profondes. Et à la différence de ce que connaissent les territoires au quotidien, on sait qu'ils ont dû faire face à des tas de chocs économiques, etc. Là, ça va être très brutal. Et donc, on a peu de temps, alors même que ça va être extrêmement coûteux. D'accord. Donc, en fait, effectivement, là, ce qu'on comprend, c'est que ça touche a priori tous les territoires. Oui. On peut considérer que tout le territoire national est concerné, et même l'outre-mer d'ailleurs, ils sont concernés. Alors tous les territoires sont concernés, évidemment avec des problèmes qui sont différents en fonction de la nature, évidemment, des milieux qui sont présents. Certains seront plus exposés au chaud, d'autres au manque d'eau, d'autres aux extrêmes froids, parce que ça peut aussi arriver, aux extrêmes secs, certains à la remontée du niveau marin. Et puis ensuite, ça va aussi dépendre de ce qu'il y a sur le territoire. Les territoires touristiques, par exemple, pensez à la montagne, vont être très exposés à la baisse de l'enneigement, alors que les stations littorales, elles, c'est plutôt la remontée du niveau marin. Les territoires industriels peuvent être exposés très violemment au pic de chaleur. Les territoires ruraux et agricoles sont extrêmement menacés parce que l'agriculture, dès maintenant, subit les conséquences de ce changement climatique. Juste pour mémoire, depuis 1900, le climat de la France s'est déjà réchauffé de 1,7 degré. À 2030, à horizon 2030, sur des projections qui ne sont pas complètement fantasques, on n'est pas sur des choses des scénarios apocalyptiques. On considère par exemple qu'à Paris, le nombre de jours de canicule moyen serait en moyenne de 23 jours. À Lyon, on dépasse les 30 jours. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 mois de canicule par an. Vous connaissez Lyon. Lyon, c'est le couloir de la chimie. C'est sur la vallée du Rhône, des centrales nucléaires, c'est des autoroutes, des voies de chemin de fer. Tout ça fait partie de ce qui va être exposé au changement climatique et ce pourquoi les territoires vont devoir œuvrer avec les acteurs locaux pour transformer les choses pour que ça soit supportable. Alors, on voit donc que c'est un phénomène assez multiforme en fait et national, enfin large d'enjeux. Donc personne n'est épargné. Est-ce qu'on peut quand même arriver à hiérarchiser un peu les risques climatiques en quelque sorte auxquels on va être confronté? Tout
à l'heure, on a dit qu'on allait faire un atelier sur le thème de la chaleur en ville. Donc, on sent que c'est un sujet qui commence à être un petit peu pris en charge, mais c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Il y a beaucoup plus de risques. Est-ce qu'on peut aussi les énumérer un petit peu? Alors, il faut distinguer entre ce qu'on appelle les événements, les extrêmes, les chocs brutaux, les pics de chaleur, les inondations, les orages qui vont provoquer du ruissellement urbain. Donc, on a ces extrêmes chauds, secs et ce qu'on appelle humides. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les stress chroniques. C'est par exemple les sécheresses à répétition qui vont porter atteinte aux bâtiments par le phénomène de retrait-gonflement des argiles. C'est par exemple la remontée du niveau marin qui va évidemment entraîner du recul du littoral. C'est par exemple les atteintes à la biodiversité. Les territoires forestiers sont déjà extrêmement touchés par les sécheresses. Donc en fait, il faut vraiment classer les processus entre ces extrêmes. Et là, on a des modélisations robustes qui maintenant nous permettent de dire qu'en tout cas sur la chaleur et sur le sec, on est dans des situations qui vont s'aggraver, se généraliser sur la France, avec par exemple des risques d'incendie accrus, avec des pressions sur la ressource en eau potable et en eau tout court qui vont être extrêmement fortes. Et puis ces stress chroniques, ces pressions lentes qui là sont invisibles. Elles sont vues en fait par par exemple les agriculteurs, parce que eux, en fait, sur 10, 15 ans, ont vu, par exemple, les dates de vendange avancer, voient aujourd'hui des floraisons précoces de bourgeons. Mais si vous voulez, dans le quotidien d'un habitant ou d'un élu, ça ne se voit pas. Ce qu'on va voir, c'est simplement ce que vous disiez, hein, ces événements brutaux, catastrophiques, dont les coûts augmentent. Et alors là aussi, les coûts augmentent pas que par le changement climatique. C'est à peu près 30 à 40% d'augmentation. Tout le reste, c'est l'occupation héritée des sols, c'est la démographie, le fait qu'on ait des personnes vulnérables, des activités vulnérables. Et donc là aussi, on voit en dessinant ça qu'il y a une gamme en fait d'actions multiples qu'il va falloir combiner pour adapter les territoires. Alors, je crois qu'on arrive déjà presque rapidement à la fin de cette séquence, mais je ne voudrais pas qu'on se sépare sans justement avoir un petit échange sur la façon dont on pense que les territoires sont sensibilisés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la prise en charge de ce sujet, que ce soit dans les territoires ou par l'État d'ailleurs, en termes de pilotage des politiques publiques, est à la hauteur des enjeux en fait? Alors, ça bouge dans tous les territoires et ça bouge aussi au niveau de l'État. C'est totalement insuffisant par rapport à la vague, à l'effet de seuil qu'on va devoir surmonter. Moi, j'aimerais passer 3 messages. Le premier, c'est que l'inaction a un coût faramineux et que plus on tarde, plus il sera coûteux de faire face. Et d'ailleurs, on ne pourra pas faire face partout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est absolument impératif d'intégrer dans l'ensemble des politiques territoriales le climat qui change, y compris dans les analyses coûts-bénéfices. Et là, on a pour les financeurs, pour les bailleurs, un grand levier d'action qui est de se dire que dans les analyses coûts-bénéfices, justement, on peut regarder les co-bénéfices parce que ces politiques d'adaptation, elles ne servent pas qu'à s'adapter au changement climatique. Elles peuvent servir à reconvertir des emplois, à redynamiser certains territoires, à améliorer la qualité de vie, par exemple le confort d'été des habitants, à améliorer l'attractivité. Donc, il ne faut pas voir l'adaptation comme un coût simplement, mais bien comme un bénéfice. Le dernier point, il ne faut pas que l'adaptation entre en conflit avec l'atténuation. Les deux doivent absolument aller de pair. Le fait de s'adapter ne signifie pas qu'on doit renoncer à nos efforts de décarbonation. En revanche, on peut dans beaucoup de cas conjuguer les efforts d'atténuation et les efforts d'adaptation. Par exemple, quand vous rénovez thermiquement des bâtiments, eh bien, vous allez agir aussi bien sur les émissions de gaz à effet de serre que sur l'adaptation. Ce qui veut dire aussi derrière que toutes les politiques territoriales doivent être systématiquement évaluées, parfois réorientées, pour qu'on puisse savoir quels sont les impacts de ce qu'on met en route. En gros, on a 10 ans. Hein, il nous reste à peu près 10 ans pour agir. Et donc, on a vraiment besoin là de se préparer dès maintenant, sans entrer dans du catastrophisme, parce qu'on a encore une marge d'action, mais vraiment d'évaluer, réorienter et de penser ensemble atténuation et adaptation. Ok, merci Magali, merci beaucoup pour ces messages. Merci. Donc, je vais inviter maintenant Vivian Depues à la table ronde. Et puis, nous avons aussi en ligne Jean Revero. Jean, vous nous entendez bien? Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints également ce matin. Donc, on va passer 25 minutes environ ensemble pour, je dirais, aborder, maintenant qu'on a posé le décor avec Magali, le sujet du financement, en fait, hein, des projets dans les territoires.
Et puis aussi, l'idée, c'est de pouvoir confronter en quelque sorte cette vision du financement avec la réalité du terrain. Donc, ce sera le rôle de Jean, si vous me permettez. Donc, je vais peut-être vous rappeler rapidement quelles sont vos missions. Donc, Vivian, vous êtes donc membre de l'Institut pour l'économie du climat, hein, donc I4C en anglais, si je puis dire, donc qui est un think tank. Et puis, donc, Jean Revero, vous êtes vice-président du Grand Angoulême, également vice-président d'Intercommunauté de France. Et je crois que vous présidez la commission hein, consacrée aux transitions, notamment aux transitions écologiques de Intercommunalité de France. Peut-être pour démarrer, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Magali. En gros, le message, c'est de dire, voilà, il ne faut pas trop traîner, il nous reste un nombre d'années limité. Et puis, c'est quand même un chantier qui n'est pas forcément que du coût supplémentaire. Il y a aussi du co-bénéfice. Alors, première question, peut-être Vivian, peut-être d'abord en toute chose rappeler bien ce que c'est que I4C que je viens de présenter rapidement. Bonjour à tous. Oui, en deux mots, l'Institut de l'économie pour le climat, c'est une association experte sur les questions économiques et financières liées au changement climatique qui a été créée en 2015, notamment par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement pour nourrir le débat public, produire de l'analyse pour avancer sur ces questions de transition et d'adaptation au changement climatique. Alors, Vivian, avec votre collègue Morgane Nicole, vous avez produit un rapport très intéressant qui s'appelle Finadapter et qui donc traite justement du financement de l'adaptation au changement climatique dans les territoires. Et donc, pourquoi avoir choisi ce thème et finalement, quel est l'objectif de l'étude que vous avez faite? Quand on a commencé ce travail, il y a un peu plus de 2 ans, effectivement, avec également le soutien de l'ADEME et avec Rambol France, en fait, on est parti exactement du constat que dressait Magali juste avant sur ce besoin évident d'anticiper et les bénéfices qu'il y aurait à anticiper. Et pourtant, le constat qu'on n'y était pas encore et qu'on continuait massivement à investir dans tout un tas d'infrastructures, de développement, d'aménagement, de projets territoriaux, sans poser cette question de la prise en compte du climat qui est en train de changer. On investit à peu près 5 milliards par an dans la rénovation des réseaux ferroviaires, on investit 7 milliards par an dans la rénovation des bâtiments, on investit des centaines de millions d'euros dans le renouvellement forestier. Tous ces sujets-là, ils vont être impactés par le changement climatique. Et si on pose bien la question, si on la pose suffisamment en amont, comme disait Magali, on peut le faire de manière adaptée, résiliente au changement climatique. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Et donc, c'est ce constat qui nous a poussé à travailler sur ce sujet pour se dire, finalement, savoir qu'il y a des bénéfices et des co-bénéfices anticipés, visiblement, ça ne suffit pas. Donc, de quoi il y a besoin pour déclencher l'action en matière d'adaptation? Qui peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien ça peut coûter? Et à quel moment il faut s'y prendre? Alors, justement, Vivian, à l'analyse des choses, une fois que vous avez étudié la question, c'est quoi le mode d'emploi finalement? Quels sont les défis financiers qu'il faut relever en fait? Ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet, c'est d'aller voir des territoires, des projets qui essayent concrètement de se frotter à la question, qui essayent concrètement de s'en saisir. On a notamment conduit 5 études de cas détaillées sur des choses assez diverses, des projets d'aménagement, des questions de développement économique en montagne, des questions de politique de l'eau, de politique du littoral. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des choses qui se passaient, si vous êtes une collectivité aujourd'hui qui connaît des vagues de chaleur au point de devoir mettre des limites sur la potabilité de l'eau potable en été parce que c'est dangereux pour la santé de certaines populations. Si vous êtes un territoire qui voit une partie de ses infrastructures détruites par une crue intense, si vous êtes un territoire agricole qui voit ses agriculteurs directement touchés par un épisode de gel tardif. Toutes ces choses-là, ça vous fait dire quand même que vous avez envie de vous saisir de ce sujet, de répondre. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que concrètement, à quel problème on se retrouve concrètement confronté? Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu documenter. Et ce dont on s'est rendu compte sur ces études de cas, c'est que finalement, il y a
quasiment jamais de solution simple, unique, possible à copier-coller en matière d'adaptation. Il ne suffit pas d'identifier le problème pour dire on va déployer de telle manière, telle solution. Il ne suffit pas de dire que, par exemple, on a étudié le plan climat de la métropole européenne de Lille. On identifie la végétalisation comme un des axes d'amélioration pour lutter contre l'îlot de chaleur en ville. Il ne suffit pas de dire on va planter X milliers d'arbres pour que ça fonctionne. Dans la pratique, il s'agit de voir quels arbres on va planter, comment on les intègre à une trame urbaine, comment on repense la manière d'aménager les villes, de repenser les quartiers. Donc, et tout ça, beaucoup d'ingénierie finalement. Pas mal d'ingénierie, pas mal de réorganisation des manières de faire, et puis des réponses qui sont toujours très localisées. Ce qu'on va faire à Lille, on ne va pas faire la même chose à Perpignan, on ne va pas faire la même chose à Strasbourg, même s'il peut y avoir des intuitions communes. Voilà, Magali parlait des territoires de montagne. On avait des modèles qui marchaient bien, qui marchaient partout. Le modèle du ski, par exemple. Quand on cherche des solutions aujourd'hui pour adapter ces territoires-là, on a fait par exemple une étude de cas dans les Vosges, eh bien, on se rend compte qu'il faut composer des choses localement, avec les ressources locales, avec les vulnérabilités locales pour que ça marche. Il y a rarement une solution unique. Il n'y a pas un bout de solution technique, il n'y a pas un objet à déployer. Il y a plein de bonnes idées, mais qui composent des combinaisons, des trajectoires de solutions cohérentes qui doivent s'articuler dans le temps. Il y a des mesures d'urgence à prendre tout en pensant l'évolution un peu plus durable. Et puis, ce n'est pas toujours consensuel, l'adaptation. C'est aussi quelque chose qu'on a vu. Ça peut être conflictuel. On pense au cas des bassines et du stockage de l'eau. Les solutions, les bons compromis, ils se fabriquent un peu au cas par cas. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Ça demande d'y passer du temps, ça demande des ressources, ça demande de l'expertise, ça demande de l'ingénierie, exactement. Et c'est probablement un des premiers besoins qui ressort. Et donc, sur cette base-là, en fait, on voit effectivement qu'il y a une certaine forme de complexité quand même du sujet et que finalement, les acteurs territoriaux, les collectivités locales et les entreprises, tous les acteurs qui interviennent dans les territoires ont besoin d'être en quelque sorte accompagnés aussi. Et donc, comment vous avez analysé justement les besoins de financement de ces projets? Comment est-ce qu'on peut accompagner ces territoires en les finançant? Alors, quand on pense au financement de l'adaptation, effectivement, la première idée qui vient, c'est de nous demander qu'est-ce qu'il va falloir financer de spécifique comme investissement. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles à déployer et à financer? Probablement, il y en aura. Si on pense à certains sujets, par exemple la relocalisation de certaines activités sur les littoraux, à un moment, pour certains territoires, ça va demander des volumes de financement assez importants. Il y a aussi des choses où ça peut générer des surcoûts sur des choses qu'on fait déjà. Par exemple, sur de la rénovation urbaine, se dire qu'à un moment, on veut des bâtiments qui soient confortables l'été, qui soient vivables l'été, peut-être qu'on va penser des logements traversants, peut-être qu'on va mettre des hauteurs sur plafond un peu plus grandes, prévoir un peu plus d'espace vert. Tout ça, ça peut avoir un impact sur l'équilibre économique des projets qu'il faut pouvoir intégrer. Mais au stade où on en est aujourd'hui, le premier besoin, dans la plupart des cas, c'est un besoin d'installer les bonnes conditions pour que la question soit posée, pour qu'on détecte les projets et le bon moment pour poser cette question-là, donc il y ait l'environnement propice pour faire ça. On l'a vu sur certains projets, par exemple, sur un projet d'aménagement à Nantes Métropole qu'on a étudié. Il a fallu faire discuter ensemble les services de l'État, l'aménageur, les entreprises. Il a fallu faire des modélisations hydrographiques spécifiques pour pouvoir aménager avec le risque inondation, puis avec l'enjeu de la chaleur. Et donc tout ça, ça demande du temps, comme je le disais, ça demande de l'ingénierie. Et donc je pense qu'un gros enjeu de l'accompagnement, c'est de voir quels territoires disposent par eux-mêmes de cette ingénierie et donc peuvent être conseillés, utiliser les guides qui existent. Il y a des guides, des outils de l'ADEME, par exemple, qui sont très bien faits. Et puis les territoires qui ont besoin d'être plus accompagnés, d'avoir des ressources pour mobiliser des nouvelles compétences, pour avoir le pied mis à l'étrier sur ce sujet-là. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle, dans Finadapter, on a notamment regardé quel pouvait être le rôle des institutions financières publiques, comme la Banque des Territoires, mais comme d'autres également, qui ont les atouts souvent pour faire ça et qui peuvent avoir des outils pour le faire et qui, elles aussi, doivent finalement se saisir de ce sujet-là. Merci Vivian. Donc, si on résume, beaucoup d'adaptation aux situations locales pour l'adaptation au changement climatique, beaucoup d'ingénierie, de la matière grise dans la conception, et puis aussi beaucoup de travail en collectif, si on comprend bien, pour arriver à mettre toutes les compétences autour de la table, et une vision long terme. Donc tout ça conjugué.
De l'intelligence mise dans les projets, c'est souvent comme ça qu'on le résume. L'intelligence, voilà. Alors Jean, je me tourne vers vous. À Intercommunauté de France, vous avez évidemment un certain nombre de vos membres qui ont probablement commencé à réfléchir à cette question. Quelle est votre vision des choses sur, on va dire, la mobilisation ou la sensibilisation des collectivités locales, en tout cas des intercommunautés sur ce sujet-là? Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est en fait c'est un vrai choc, parce que ce qui vient d'être dit depuis l'ouverture de cette table ronde, c'est qu'on est rattrapé par l'urgence et les dispositifs locaux, l'étude de Finadapter le prouve, demandent un temps long, une adaptation, un apprentissage dont on a le sentiment aujourd'hui qu'on va devoir courir après. C'est Bruno Latour, le philosophe, qui disait on avait l'habitude d'aller de l'avant dans l'infini, et puis maintenant il faut qu'on apprenne à reculer, à déboîter devant ce qui est fini. Et c'est vraiment un vrai changement mental. Et la question, c'est est-ce qu'on va agir en conscience ou est-ce qu'on va agir en contrainte? Alors, les contraintes, c'est tout ce que le législateur a mis à charge ou à disposition des collectivités, notamment les plans climat, air, énergie. Et quand je prends un exemple précis, par exemple comme l'agglo de Carcassonne, qui a vécu en 2018 des inondations et puis en 2019 des incendies, il était évident que ce territoire-là était tout de suite dans la réaction. Il fallait absolument qu'il réagisse. Le plan climat, qui demande quand même un certain temps, et je ne reviens pas sur les conclusions du rapport Finadapter, mais on n'oubliera pas ces conclusions, il faudra s'en souvenir, des moyens, un environnement pour lancer ça, et c'est pas le plus simple. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi sur à la fois les conséquences et l'anticipation, autrement dit, comment on va se préserver des risques, notamment sur les inondations, parce qu'elles arrivaient de façon assez, étalée dans le temps, et puis maintenant c'est régulier. Comment on va faire en sorte que l'économie du secteur, et notamment les zones d'activité qui ont morflé pendant la période, puissent être protégées de cela. Et puis, s'engager dans la transition, c'est aussi mettre toutes les politiques locales en coordination. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Madame Guézaille. On ne peut pas faire de la construction sans penser qu'il y aura du confort d'été comme du confort d'hiver. Donc, on travaille tout ça. Et puis, un autre élément, je reste sur 2 secondes sur Carcassonne, ils ont ajouté un élément important qui est la mémoire du risque. Alors, ce qui est important, c'est que le risque, il soit largement, les exemples de risque soient largement, connus et partagés. Parce que si on attend que chaque territoire ait des problèmes, ça va pas fonctionner. On va finir par être rattrapé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu. Et donc, les plans climat, quand on les analyse, nous, dans le territoire, c'est ce qu'on a fait à Intercommunalité de France pour voir un peu comment réagissaient nos adhérents. Globalement, il y a 3 attitudes. Il y a des gens qui sont effectivement à plein dans un programme pour réagir, pour anticiper, pour s'adapter. Grosso modo, dans les PCAET qu'on a étudiés là-dessus, les mesures, les travaux qui sont pris, c'est de l'ordre de 100 € par an par habitant. C'est vous donner un ordre de grandeur. Il y en a d'autres qui vont focaliser sur un projet phare et qui vont mettre soit un schéma de mobilité avec de nouvelles pratiques, de nouveaux services, etc. Et là, on est grosso modo sur une dizaine d'euros par habitant dans ces PCAET-là. Et puis, il y en a d'autres, parce que peut-être qu'ils sont partis il y a plus longtemps et que l'urgence n'était pas aussi évidente. Ils sont plutôt dans de l'animation. Donc, on fait des opérations de sensibilisation. On va aussi bien vers les scolaires que vers les entreprises. Mais bon, on ne dépense pas 1 € par habitant. Sauf qu'aujourd'hui, les intercos comme les autres, on a perdu un pouvoir fiscal extraordinaire avec la fin de la taxe d'habitation. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple de grandeur, pour Grand Angoulême par exemple, la fiscalité ménage qui nous accompagne dans l'acte citoyen, si on augmente d'1%, on ramasse 7 000 € pour 150 000 habitants. C'est pas possible de travailler comme ça. Donc, on revient sur une des conclusions de Finadapter qui disait sur tout ce que sont les actions transformatives dans l'analyse des 5 projets qu'ils ont fait, il faut des moyens nouveaux. On peut pas faire autrement. Alors, on peut aller chercher du tiers financement. On pourrait revenir aussi à une autre forme de fiscalité. On pourrait, et c'est une des propositions d'Intercommunalité de France, que la fiscalité, notamment écologique, sur la production d'ENR soit mieux partagée. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, par exemple, quand on installe du photovoltaïque, les communes n'en voient pas la couleur.
c'est le département, alors qu'il n'a aucune compétence en la matière. Et pareil pour l'éolien, qui est encore plus difficile à faire passer. Les communes, certes, depuis un an, peuvent bénéficier de 20% de l'IFER, mais ce n'est pas assez pour faire que les citoyens s'engagent. Voilà où on en est, nous, collectivités. D'accord, Jean, merci beaucoup pour ce panorama qui est très instructif finalement. Est-ce que vous avez, tout à l'heure, vous donniez un peu les montants qui sont consacrés aujourd'hui par les collectivités locales dans les PCAET, enfin donc, dans les actions, on va dire, attachées à l'adaptation. Mais c'est quoi la proportion en fait, de ceux qui ont aujourd'hui commencé à mettre des sommes significatives sur le sujet? Est-ce que ça reste encore très, très marginal ou minoritaire, ou est-ce qu'on a un mouvement, on va dire, qui est en train de se mettre en œuvre sur les territoires? Et notamment, une deuxième question, on a parlé tout à l'heure de la question des coûts à venir si on ne les prépare pas. Est-ce que vous avez le sentiment que ce message, il est bien passé maintenant aujourd'hui sur les territoires, ou est-ce qu'il y a encore effectivement une question de sensibilisation et de prise en compte suffisante du sujet? Est-ce qu'on a bien compris quel pourrait être le coût de l'inaction en fait? Sur la première question, il est clair, c'est un peu à la louche parce qu'on est encore en train d'étudier sur la durée l'impact des plans climat, air, énergie qui sont les axes de mobilisation, les outils de la mobilisation. Mais grosso modo, on dépasse pas 20% de ceux qui sont vraiment opérationnels pour assurer une transformation. Là, vraiment, il y a ça. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, pour travailler à l'adaptation et à l'anticipation, dans mon aglo, on va faire tout l'exercice de planification en même temps. Et la planification, elle nous aide à anticiper. On va faire le PLUI, le SCOT, le schéma des mobilités, le plan climat, on va tout faire en même temps. Ça nous coûte, rien que pour l'animation de ces travaux de planification, l'équivalent de 8 € par habitant. On va dépenser ça, 8 €, c'est 1 100 000 €. C'est énorme, mais on a besoin de ça. Cela dit, c'est un temps long. Quand on aura établi notre PLUI, on sera en 2025, et nul doute que pendant ce temps-là, les périodes de canicule auront augmenté, la pluviométrie, elle aussi, aura changé. Donc on voit bien qu'on ne va pas encore assez vite, mais encore une fois, on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, on est dans une forme de nouveauté d'appréhension de l'avenir. On a des outils, mais ils sont lents. Mais faut-il agir en conscience ou en contrainte? C'est toujours le débat qu'on peut avoir. Et puis derrière, il y a les moyens d'intervention lourde qui manquent, même si la Banque des territoires aujourd'hui se positionne comme un soutien indispensable, notamment à tout ce qui concerne la rénovation thermique. Je rappelle quand même qu'on a un parc immobilier qui est immense par rapport aux logements neufs qui sont construits aujourd'hui avec la réglementation thermique 2020. Ça va aller très très lentement. Et ça ne suffit pas. Je voudrais juste rappeler quand même que I4C avait fait une étude il y a quelques années qui distinguait les gestes héros qui permettent de changer les choses et qui mesurait comment on pouvait agir pour que, au-delà des gestes héros, les actions collectives puissent changer et agir sur le climat. On sait effectivement que c'est à la collectivité nationale, locale, etc., qui convient de faire 75% de l'effort. Et là, je suis désolé de dire, mais on n'a pas les moyens sur la table. Oui, alors c'était Vision me glisse, c'est pas I4C, c'était Carbone 4 qui a fait ce travail. Voilà, mais c'est pas très grave. Ok, non, mais du coup aussi, là, une deuxième question, vous pensez qu'il y a une prise de conscience quand même des coûts induits que ça pourrait avoir, et est-ce que c'est un argument, vous pensez, qui peut être porteur dans la prise de conscience sur le terrain? Pour l'instant, ça n'est pas encore dans la culture du projet. Par contre, tout le monde sait que pour les plans climat, l'obligation de faire une analyse environnementale prospective qui est censée focaliser sur le coût de l'inaction. C'est une nouvelle approche des dossiers. On a pris l'habitude de calculer des temps de retour sur nos investissements, dans le public d'ailleurs comme dans le privé, mais on n'a jamais eu cette vision alternative des choix en disant si on n'agit pas, combien ça coûte. Et aujourd'hui, on va construire des outils autour de ça, mais toutes les collectivités qui sont au-delà de 20 000 habitants, je rappelle que le plan climat, c'est obligatoire, toutes les collectivités vont devoir faire ce travail-là, et c'est quand même la chose la plus importante. Moi, j'ai toujours en tête le rapport Stern qui nous disait combien il faudrait que les États investissent là-dessus. La traduction dans les territoires, elle est aussi très, très conséquente. Ce sont des sommes, je vous disais tout à l'heure, 100 € par habitant par an dans les PCAET qui sont les plus en avance. On peut imaginer que ça sera sans doute plus dans les années à venir. Et pour l'instant, il n'existe pas dans les territoires cette richesse-là.
Merci Jean. Peut-être on a des questions qui arrivent sur le chat. Oui. Peut-être Chloé, si tu veux bien effectivement peut-être nous transmettre les questions éventuellement que tu as repérées. Oui, on a une question qui porte justement sur la rénovation thermique. La question étant, donc, vous mentionniez que la rénovation thermique prend encore trop peu en compte l'adaptation au changement climatique. La personne demande comment accélérer les choses, comment faire connaître les acteurs innovants et souligner le caractère passionnant de ces échanges. Merci. Alors Vivian. Alors, je ne vais pas savoir tous les éléments de réponse, mais c'est des sujets sur lesquels on est justement en train de travailler. Parce que effectivement, sur les questions de confort d'été dans le bâtiment, le constat c'est que ce sujet était globalement absent jusqu'à assez récemment. Dans la construction neuve, il y a des premières choses dans la nouvelle réglementation thermique, mais qui restent, du point de vue de pas mal d'acteurs, encore pas suffisamment ambitieuses, notamment parce qu'on se fonde sur des climats historiques. Et pas sur les projections climatiques futures. Or, quand on regarde les c'est important de dire ça, France, parce que dans le raisonnement, il faut inclure les prévisions futures. Exactement. Et les canicules, dans certains scénarios de changement climatique, la canicule de 2003, qui est notre référence un peu extrême, c'est une petite bulle sur les graphiques sur ce à quoi il faut s'attendre. Dans la rénovation, globalement, le sujet il est absent. On peut juste penser, c'est une approximation qu'on peut faire, je pense qu'il est traité dès qu'on parle de rénovation globale et performante. Les meilleures rénovations qu'on fait et qui représentent aujourd'hui à peine quelques pourcents de ce qui est soutenu. Donc finalement, soutenir l'intégration du confort d'été dans la rénovation thermique, ça va avec le soutenir les rénovations les plus ambitieuses, les plus performantes. Et là-dessus, il y a tout un ensemble de propositions sur comment on pousse ces rénovations-là, comment on accompagne les maîtres d'ouvrage, comment on accompagne les artisans. Et du coup, on peut assez facilement, dans ces cas-là, embarquer le confort d'été, parce que techniquement, c'est pas très compliqué, à condition de bien poser les questions dans la conception. Alors, Vivian, justement, c'est ça le sujet. C'est pas forcément plus coûteux, mais il faut le mettre en amont. Et le sujet, c'est comment on le fait si on n'a pas une réglementation qui l'impose aujourd'hui et qui la définit avec suffisamment de précision. Alors, la réglementation fait très probablement partie des leviers, mais souvent sur ces sujets, ce dont on se rend compte, c'est que la réglementation, elle vient aussi quand les acteurs sont prêts. C'est aussi le fruit de négociations pour finalement, est-ce que la réglementation va être acceptable et respectable. Et donc, aujourd'hui, je pense que sur un sujet comme ça, on est vraiment dans le moment de préparation, de montée en compétences collectives. Et ce sur quoi nous, on attire l'attention, c'est que ce moment-là aussi, avant même de mettre des moyens pour que la rénovation se fasse de manière adaptée, il faut mettre des moyens pour cette montée en compétences collectives, pour l'animation, pour aller chercher les acteurs innovants, pour les soutenir. Je pense que la table ronde d'après va montrer des exemples. Et nous, les travaux qu'on a en cours, c'est maintenant qu'on a essayé de préciser qu'est-ce qu'il faut faire, c'est demander combien ça coûte de faire tout ça, y compris ces étapes amont, y compris ces étapes, et combien ça coûte à qui, notamment aux collectivités locales. On essaie aussi d'ailleurs de chiffrer. Finalement, il y a des objectifs climatiques nationaux, il y a des besoins à l'échelle nationale qu'on commence à connaître de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle des territoires et qui a besoin de quelles ressources? Chloé, une autre question. Jean, vous voulez réagir dans l'intervalle? Oui, juste pour dire que ce n'est pas seulement une question budgétaire, il y a aussi une question d'inégalité sociale. Moi, quand je vois dans mon agglomération, 18% des ménages ont des impayés électriques avec EDF, c'est quand même une question importante. Et alors, pour en finir aussi sur la volonté d'agir pour les collectivités, avec ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, les augmentations du coût de l'énergie, puisque les collectivités ne sont pas protégées comme les ménages en termes de tarifs. Pour l'agglo d'Angoulême, par exemple, ça va être pour l'année 2022 un coût supplémentaire sur ses équipements, simplement sur son patrimoine, de 15 € par habitant. Alors que la fiscalité ménage aujourd'hui qui est prélevée par l'agglo, elle n'est malheureusement que de 6 €. Donc vous voyez qu'en plus de ça, on a un vrai souci pour faire accompagner le changement, pour montrer aussi que le coût de l'énergie il est important, mais on n'a pas les moyens non plus pour l'instant de tout transférer. D'où l'idée d'avoir aussi tous les mécanismes de financement tiers qui pourraient se payer sur la bête, c'est le système de l'intracting, mais c'est quand même ça qu'il faut mettre en valeur. On a aussi à faire valoir le bénéfice que peuvent apporter les opérations de rénovation énergétique, sans parler de l'activité du bâtiment qui donne du travail à des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils feront dans leur vie future. Donc ça vaut dans un territoire comme le nôtre de façon très très importante. Oui, Chloé, peut-être une autre question. On a deux autres questions. Une plus large sur quels sont les acteurs qui doivent s'impliquer dans l'adaptation, et puis une plus spécifique sur la participation de l'économie touristique au financement de l'adaptation. Qu'en pensez-vous?
Alors, il nous reste 2 minutes, ça veut dire des réponses brèves. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Je peux tenter très rapidement sur les acteurs. En fait, il y en a beaucoup. La question, c'est quand même de cibler ceux qui interviennent au moment où sont prises les décisions qu'on peut dire structurantes, c'est-à-dire qui ont des durées de vie longues et qui sont difficilement réversibles. Donc, c'est pas mal d'acteurs de l'aménagement, de la conception, des choix de développement économique un peu stratégiques. Et donc, c'est d'abord, et c'est peut-être le point à souligner, c'est d'abord une question stratégique et du coup politique. Il ne faut pas croire que l'adaptation, ça va être quelques ajustements techniques faits en bout de chaîne. C'est d'abord des grands choix. Il faut du pilotage, quoi. Il faut du pilotage et il faut faire des choix qui intègrent. Il faut du portage politique, même, on peut dire. Oui, tout à fait. Et notamment, alors, ça ne va pas répondre à la deuxième question, mais notamment sur ces questions touristiques, l'économie touristique d'un territoire, c'est tout un tas de choix individuels d'entreprise, mais c'est aussi des orientations, c'est aussi des projets collectifs, c'est aussi des directions qu'on se donne. Et l'adaptation, ça se passe déjà à ce stade-là, quoi. Jean, peut-être sur la question. Oui, c'est évident que sur le littoral aquitain, où des collectivités vont devoir reculer le patrimoine bâti du front de mer parce que la montée des eaux se fait sentir et la menace est réelle, il faudra bien effectivement que les touristes qui viendront dans ces régions-là, ils concèdent de payer un peu plus de taxes de séjour, sinon ça sera fini de leur venue sur ce territoire. On a vraiment un souci là-dessus et c'est sans doute le plus important. Par contre, si l'été peut servir à faire de la pédagogie pour expliquer où on en est la menace, parce que quand on habite dans un centre urbain à 300 km de la plage où on va l'été, on ne voit pas forcément les risques qui vont être avérés dans les années qui viennent. C'est un exercice aussi où on peut faire de la pédagogie. À un moment, on peut faire de la pédagogie. Donc, il faut de la pédagogie, il faut aussi de l'argent, si je comprends bien quand même, hein, Jean, c'est ce que vous dites. Il faut trouver des ressources, surtout là où il y aura effectivement des investissements plus importants et des coûts des co-bénéfices qu'on ne pourra pas forcément obtenir sur ces territoires-là. Et donc, pour conclure, peut-être, Vivian, c'est en gros là, il y a aussi donc il y a le rôle de l'État, il y a le rôle des collectivités locales sur le pilotage politique et public, et puis aussi le rôle des institutions financières en fait pour accompagner ces territoires. Oui, tout à fait. Le constat qu'on fait, c'est que alors les institutions financières ne feront pas du tout toutes seules, c'est ce qu'on disait là, mais elles peuvent être bien placées en partie parce que historiquement, elles ont contribué à pas mal des grandes transformations. Ça peut être en phase avec leur mandat parce qu'elles ont des investissements à long terme et donc finalement elles peuvent concilier intérêt général et posture d'investisseurs avisés parce qu'elles ont les capacités d'ingénierie, elles ont les capacités financières et puis parce que c'est une demande qui commence à émerger des territoires. Et puis peut-être, si je dois insister sur un aspect qui était mentionné, c'est que l'adaptation, ça va quand même, les conséquences du changement climatique ne vont pas toucher tout le monde de la même manière. Il y a certaines populations qui vont être plus vulnérables, plus fragiles. Et donc, on touche à des domaines d'action, par exemple le logement social, qui sont des domaines d'action historiques des institutions financières comme la Caisse des dépôts et qui, du coup, sont particulièrement importantes à considérer. Notamment pour la Banque des territoires. Merci beaucoup, Vivian. Merci, Jean Revero. Merci à tous les deux. C'était passionnant, je pense, et sans doute trop court. Il y avait sans doute encore plein de choses à dire. On va maintenant inviter donc Élodie. Excusez-moi, je suis en train de chercher me rappeler votre nom. Voilà, Élodie Grimoin, par exemple. Vous êtes cofondatrice de Urban Canopy. On dit Urban Canopy ou Urban Canopy? Je sais. C'est Urban Canopy, mais on peut aussi dire Urban Canopy. Urban Canopy. Et donc, nous avons aussi en ligne Jean Camus. Vous êtes directeur administratif de Kairos. Kairos, Urban Canopy, deux sociétés de création relativement récentes. On pourrait dire que vous êtes des startups. Et ce qui vous réunit aujourd'hui sur cette table ronde, c'est le fait que vous avez développé des solutions qui sont rattachables au thème de l'adaptation au changement climatique. Et donc, ça nous intéresse évidemment beaucoup de savoir quel type de solutions vous avez mis en place et en fait, comment vous vous situez finalement par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, alors peut-être on commence par vous, Élodie, si vous permettez, Jean, honneur aux dames. Quand vous entendez ce qui vient être dit sur la table ronde précédente, donc on a le sentiment que les choses commencent à bouger, qu'il y a un besoin d'accompagnement, un besoin de méthodologie, un besoin aussi d'appui financier. Mais est-ce qu'il y a aussi un besoin de solution? C'est-à-dire que, est-ce que vous sentez, à travers vos interventions, peut-être nous dire qui sont vos clients finalement et
et comment ce marché se développe pour vous en fait? Bien sûr, bien sûr. Alors nous, c'est pour ça que justement, quand vous parliez d'urgence, en effet, il y a urgence à implanter des solutions dans les villes. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a plein de solutions aujourd'hui qui commencent à exister. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et donc justement, il faut aller vite. Il faut des solutions aussi qui soient scalables, facilement déployables à l'échelle des villes et des territoires. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos solutions. Donc pour comprendre un petit peu ce qu'on fait, si vous voulez, je vais d'abord montrer peut-être des petites images. Voilà, donc nous, en fait, Urban Canopy, le but, notre raison d'être, c'est vraiment de rafraîchir par le végétal, de rafraîchir la ville par le végétal, partout où justement on n'a pas de solution pour mettre de la pleine terre, par exemple. Donc vous l'avez très bien expliqué, d'ici 2030, voilà, tous les épisodes vont être de plus en plus extrêmes, que ce soit donc tout ce qui est canicule, par exemple. Et donc justement, nous, notre but, c'est d'agir au cœur des villes, au cœur des points de chaleur, justement, pour rafraîchir ces espaces-là, donc améliorer justement le confort thermique, donc lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et donc partout où justement dans la ville, on ne peut déployer ces solutions-là. Par exemple, dans la ville, on a beaucoup donc d'espaces minéralisés, des réseaux souterrains, des problématiques de charge, des parkings. Et malheureusement là, dans ces espaces-là, on ne peut pas forcément planter, on ne peut pas mettre de pleine terre, on ne peut pas forcément planter d'arbres. Donc moi, je suis ingénieur agro de formation. Donc si on peut planter des arbres, plantons des arbres. On n'est surtout pas concurrent de la végétalisation existante, mais justement, malheureusement, on peut pas développer ce végétal. Et pourquoi le végétal ? Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé, le végétal, c'est la meilleure climatisation naturelle qui existe. Voilà, et donc on est là pour réintroduire ce végétal et puis aussi permettre tout ce qui est corridor écologique faune flore, hein, au-delà de l'atténuation de la température. Et donc en tant que jeune société, on a commencé par un modèle, parce que le but en fait, c'est avec la même technologie, c'est de pouvoir couvrir, on va dire, toute la ville, entre guillemets, hein, que ce soit au sol, façade, toiture, avec une techno issue des laboratoires de l'école des ponts et chaussées qui travaille justement sur ces solutions-là, donc sur les calculs de structures légères. Et donc, en tant que jeune société, on a commencé par un modèle, plus de type mobilier urbain végétalisé. Le but, c'est pour un minimum d'encombrement au sol, d'avoir un maximum de couverture végétale. Donc là, par exemple, sur ces solutions... Pour expliquer justement, donc on voit un pot avec une plante qui sort. Donc c'est planté en pleine terre dans le pot? Alors non, justement, c'est pas de la pleine terre, donc c'est pas dans le sol, c'est du hors-sol. Donc le végétal prend pied dans ce pot-là que vous voyez. Et donc pour 1 mètre carré, là seulement d'emprise au sol, vous avez 50 mètres carrés de surface d'ombrage porté. Hein. En termes de végétal, on est plutôt entre 60 et 70 mètres carrés. Et donc avec un pot qui contient une réserve d'eau, une réserve de substrat et un système d'irrigation intelligent piloté à distance qui permet justement de donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Parce que comme le disait Magali, justement, il faut faire face aussi à une denrée, une ressource qui va être de plus en plus rare, c'est l'eau. Et donc, il faut tout de suite anticiper aussi cette problématique-là. Et donc, on installe donc ces îlots de fraîcheur dans les villes. Donc, nos clients aujourd'hui, eh bien, ce sont bien sûr beaucoup de municipalités, des crèches, beaucoup de crèches, de cours d'école, dans des lycées aussi avec les régions. Donc, des places publiques où on veut aussi redynamiser certains quartiers, etc. Et puis aussi côté privé, que ce soit là, par exemple, à gauche, c'est le siège social de Lieber Aerospace. À droite, c'est la ville de Châlons-en-Champagne. Côté privé, on a aussi des écoquartiers. On a fait coquartier à Marseille avec dans l'écoquartier Marseille, que ce soit aussi près des centres commerciaux. Et puis demain, avec les promoteurs, les architectes, quand on sera justement sur les toitures et les façades. Voilà. Et du coup, alors, vous en avez installé beaucoup, en fait, déjà, des structures comme ça? Alors oui, donc on en a installé plus de 150 en France et aussi à l'étranger. On a commencé aussi à l'export. L'idée, en fait, c'est de reproduire le modèle à l'étranger, parce qu'en fait, 60% de la valeur ajoutée peut être produite localement. Et donc, l'idée, c'est justement de reproduire, puisque pour qu'une solution soit... Enfin, on parle de développement durable, il faut que ce soit durable dans le temps, mais aussi qu'il y ait un modèle économique, que ce soit viable, que ce soit pas juste de l'art, hein, mais que ce soit accessible à tous. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, notamment aussi pour tout ce qui est bilan carbone. On ne va pas s'amuser à transporter des structures, etc. Et que ce soit acceptable
économiquement par la population. Par exemple, là, on est en train d'ouvrir une licence sur le Bénin pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand on sait que le SMIC là-bas est inférieur à 100 €, voilà, on ne peut pas installer ce type de solution-là sans créer, produire localement. Et donc là, pour finir, ça, c'est des modèles qui sont autostables. Par exemple, à gauche, dans la ville de Metz, qu'on a pu déplacer. Donc, ce sont les mêmes à gauche et à droite, où là, le pot, il est simplement posé au sol, ce qui permet justement de se mettre dans des espaces où derrière, voilà, si on veut quelque chose qui soit modulable, sachant que ce sont quand même des structures qui ont vocation à rester, parce que voilà, c'est extrêmement résistant. Le végétal, il a une très très longue aussi durée de vie. Ouais. Mais dans un espace, voilà, si on veut faire une place pour un marché de Noël ou autre, on peut les déplacer légèrement. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de casser vraiment de faire des tranchées, etc. Et donc, c'est réversible. Voilà, on s'adapte à l'environnement. Et l'idée, c'est de faire vraiment partie intégrante de l'ADN de la cité, quoi. Voilà. D'accord. Alors, en termes d'efficacité, c'est-à-dire que quand vous installez entre l'avant et l'après, quand vous installez donc une structure comme celle-là, est-ce que vous mesurez justement l'écart de température? Est-ce que vous avez des évaluations? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, c'est très compliqué de dire une corolle, ça rafraîchit de temps parce que ça dépend. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, justement. Ça dépend si on est sur du béton, ça dépend si on est sur du bois, ça dépend si je suis à Paris ou à Marseille, si j'ai une corolle, 10 corolles, si à côté j'ai un parc ou une forêt. Et donc, il y a tellement, si j'ai du vent, si j'ai des couloirs de vent, etc. Donc, c'est une question qui est très, très complexe. Donc, par contre, ce qui est fait aujourd'hui, donc il y a pas mal justement d'acteurs qui commencent à se positionner sur les cartographies justement des îlots de chaleur, etc. Donc, par exemple, là, on a une expérimentation en cours avec la Samoa. Sur l'île de Nantes, où justement une entreprise Soleneos, une jeune start-up aussi comme nous, est en train, à mesurer, à cartographier tout un quartier en disant voilà, ici j'ai les points les plus chauds du site, et donc ici on cherche une solution îlot de fraîcheur. D'accord. Donc on a répondu à cet appel-là, on a installé une structure végétalisée, et donc l'idée c'est justement que Soleneos remesure derrière tout ça en disant voilà l'impact avant-après sur ma carto, qu'est-ce que ça donne. Et puis cet été, on va aussi mener une campagne de mesure, voilà, parce qu'on nous pose quand même cette question-là, c'est quand même fondamental, en disant quel est justement le confort thermique produit, enfin l'amélioration en tout cas. Donc on va mener une mesure de campagne cet été sur plusieurs projets qu'on a. Le premier step, c'était que le végétal pousse. Maintenant, c'est bon. Et donc, le step numéro 2, c'est de mesurer, même si chaque projet sera différent, au moins on aura des exemples concrets en disant, voilà, tel projet, ça donne ça, tel projet, ça donne ça. D'accord. En règle générale, quand vous installez un pot comme ça, il faut combien de temps pour que ça pousse et combien de temps pour que... Vous l'installez pour combien de temps en règle générale? Alors, quand on les installe, c'est... ad vitam aeternam. Voilà. Ensuite, on dit qu'il faut 2 à 3 ans pour totalement couvrir la corolle. Après, forcément, il y a des projets où ça pousse plus vite que d'autres. Là, par exemple, c'est un projet à Metz où ça, c'est une photo à gauche au bout de 4 mois, parce qu'on a rajouté des plantes annuelles. C'était pour un événement spécial où voilà, une plante annuelle meurt à la fin d'année et on doit replanter. Mais sinon, sur les photos que vous avez vues avant sur Châlons-en-Champagne, voilà, là, vous voyez au bout de 1 an, ce que ça donne à droite, et ensuite ça se densifie. Et donc aujourd'hui, même si aujourd'hui on n'a pas de mesure encore, on sait que le végétal c'est la meilleure climatisation, donc comme je le disais, c'est pour ça que souvent sur des conférences ou des salons, on a un quart du visage peint en vert, parce que si on végétalise 25% en plus des villes, un quart, on peut baisser la température de 2 à 4 degrés. Donc, il faut végétaliser. Très bien. Merci du message, Élodie. On voit quand même à travers votre témoignage qu'effectivement, il y a quand même des collectivités locales qui cherchent des solutions, qui donc en trouvent à travers votre solution à vous, et qu'on voit bien que ça s'inscrit finalement dans une démarche plus globale, en fait, hein, on disait tout à l'heure, de conception, de l'aménagement, d'ingénierie préalable, et d'évaluation aussi, hein, c'est ce que vous disiez à l'instant. Tout à fait. Alors, je me tourne vers Jean. Bonjour à nouveau, Jean. Donc, vous, alors peut-être, première question traditionnelle maintenant, Kairos, expliquez-nous ce que c'est. Alors, d'abord, c'est Julien, mais c'est pas grave. Hein. Pardon, excusez-moi, Julien. Non, mais aucun souci. Donc, Kairos est une start-up comme Urban Canopy qui fait partie on a la chance de faire partie de la Green Tech 20. Donc, on a été sélectionnés comme des start-up ayant un impact sur l'environnement. Donc,
Ce que nous faisons, en fait, Kairos, c'est une plateforme mondiale d'observation des actifs au sol pour donner des informations exploitables pour les décideurs, à n'importe quel niveau. Alors, on exploite majoritairement l'imagerie satellite, qu'on combine avec d'autres sources de données alternatives, comme des capteurs au sol. En temps réel, alors cette notion est importante, hein, et en fait, on utilise des images pour des questions de coût, je pense, pour les collectivités, c'est essentiel. On utilise des images, pour la plupart, publiques et gratuites, comme les images de l'Agence spatiale européenne. Et on combine ça avec beaucoup de sciences, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, et on surveille, donc on mesure, on analyse les activités sur ce qu'on appelle des actifs physiques, c'est-à-dire en fait, en gros, c'est des zones au sol, ça peut être une ville, ça peut être un bâtiment, ça peut être une usine, ça peut être des routes, ça peut être des voies de chemin de fer, et on en retire en fait un maximum d'informations dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Et l'objectif, en fait, vous avez commencé d'abord sur le secteur de l'énergie, si j'ai bien compris. Absolument. Des cartographies, justement à partir d'analyses de données spatiales, en fait, d'images spatiales. Oui. Et notamment, il y a une imagerie, si j'ai bien compris, qui a eu un certain succès sur une carte des émissions de méthane, c'est ça Alors, tout à fait. En fait, l'objectif, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, donc ça c'est de l'atténuation, hein, mais aussi de fournir des solutions de suivi de l'impact et de la modélisation qui permettent donc de l'adaptation. Et de l'adaptation parfois transformative, effectivement. Donc oui, parmi les choses qu'on a faites qui sont assez connues, c'est les émissions de méthane et sur la déforestation. Dans le cas de la COP26, ça a été mis en valeur et je vous remercie de le signaler. On est, grâce aux satellites, il faut bien comprendre que quand vous pensez satellite, vous pensez images fixes, vue du ciel, images optiques, hein, photos comme sur Google Earth. Il faut voir que les satellites mesurent des tas d'autres choses. Hein. Ils font des mesures infrarouges, des mesures radar, des mesures de la composition chimique de l'air. Et donc, grâce à ça, on a été les premiers, on est aujourd'hui toujours les seuls, hein, à faire une carte mondiale des émissions de méthane. Le méthane étant un gaz à effet de serre 84 fois plus polluant hein, que le CO2. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'arriver à quelque chose de précis, c'est-à-dire d'attribuer en fait les émissions directement à l'émetteur, en l'occurrence. Peut-être, Julien, on pourrait peut-être en venir justement maintenant à l'application de ce mécanisme au terme de l'adaptation au changement climatique, puisque vous avez développé là aussi une solution, si j'ai bien compris, notamment sur le thème de la gestion des inondations. Absolument. Donc en fait, petit préambule, hein, pour tout le monde, ce qui est important, c'est de comprendre que le nombre de cas d'usage de ces données, grâce à notre plateforme, grâce à 5 ans de R&D, hein, de ces données satellites, il est pratiquement infini. Donc en fait, on a souvent l'impression qu'on regarde la Terre d'en haut, mais nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est qu'on arrive à des résolutions jusqu'à 70 cm². Donc en fait, et à partir de ça, on fait de la reconstruction 3D. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les inondations? Très précisément, on pourrait prendre l'exemple des flash floods dans l'eau de 2018, mais déjà, première chose, on va pas prendre des photos, en fait, on va reconstituer un film. C'est-à-dire que la fréquence, en fait, à laquelle les satellites passent, alors évidemment, c'est pas toutes les 5 minutes, mais ça nous permet d'agréger, en fait, ces informations et de reconstituer l'historique. En reconstituant l'historique, on est capable de reconstituer malheureusement l'augmentation des fréquences et des amplitudes des inondations dans le cas présent. Et on est capable de reconstituer en 3D n'importe quel actif au sol, donc une ville, des bâtiments, des usines, et de simuler l'impact de la prochaine inondation avec une hauteur d'eau, avec une modélisation évidemment des cours d'eau qui sont concernés ou des eaux de ruissellement, afin d'aider à la conception de nouveaux bâtiments, d'aider à la modification de tracés, par exemple de voies ferrées, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la partie inondation, mais c'est également valable aussi pour la mesure du carbone, de la séquestré dans les arbres. Là, on rejoint un petit peu Urban Canopy,
c'est pas seulement pour la chaleur, c'est aussi pour la capacité de séquestration du carbone. Ça aussi, on sait le mesurer à l'arbre près. Donc là, ce sont des solutions qui peuvent paraître très éloignées des préoccupations des territoires. Or, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des solutions qui sont beaucoup moins chères que des capteurs au sol pour des parcelles parfois d'exploitation agricole, pour des villes de taille moyenne ou petite. Je vous donne des ordres de grandeur, parce qu'on a parlé un petit peu de chiffres, et je pense que c'est important. Un capteur au sol, un seul capteur au sol, hein, qui est capable de mesurer à peu près ce qui se passe autour de lui dans un rayon de 20 mètres, hein, ça coûte entre 600 et 1000 euros. Pour avoir une surveillance à partir de satellites ça dépend bien sûr des surfaces et de ce qu'on mesure, mais on est dans l'ordre de quelques milliers d'euros par an pour mesurer avec une fréquence hebdomadaire ou mensuelle l'évolution des émissions, l'évolution suite à une mise en place d'actions en fait, d'une municipalité, l'évolution de la déperdition de chaleur de certains bâtiments grâce à des capteurs infrarouges. Encore une fois, là, on n'est plus dans l'image, hein, donc, Julien, ce sont des outils à la fois de diagnostic, si je comprends bien, initial, et aussi des diagnostics, des outils d'évaluation et de suivi finalement. Exactement. On est en mesure effectivement d'avoir une situation de départ et de pouvoir la suivre sur la durée en fonction de ce qu'on a fait ou pas fait. Ça, c'est le premier point. C'est très précisément ça. En fait, on est parti du constat que ces données étaient sous-utilisées. C'est la genèse, hein, de Kairos, et qu'on ne pourrait changer, on ne peut changer que ce qu'on mesure. Et une mesure tous les ans d'un bilan carbone pour un territoire, c'est insuffisant quand on veut suivre un projet et quand on veut suivre en fait son impact. Et donc c'est là où la fréquence et les combinaisons de multiples satellites et d'autres données que l'on réalise grâce à notre plateforme est un outil, est une aide absolument essentielle. Merci Julien. Alors, on a des questions qui sont arrivées sur le chat, Chloé. Tout à fait. Plusieurs questions. Donc, on a une personne qui a envoyé deux remarques plutôt, qui dit on parle beaucoup d'adaptation, mais c'est vrai qu'il faut agir sur aussi la réduction des émissions carbone. Donc, évidemment, mais c'est vrai que c'est pas le sujet qui est. C'est vrai qu'on l'a pas dit fortement en introduction, mais évidemment, hein, c'est la condition sine qua non. Hein. Tout à fait. Une personne qui pose une question à Kairos concernant... Alors, pardon, voilà. Est-ce que Kairos monitore la qualité de l'air extérieur et suit-il les émissions de gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre, pardon, comme les microparticules, et si oui, à quelle échelle? Alors, l'échelle est essentielle. Donc, en fait, bien sûr, on ne peut pas tout faire à partir d'un satellite, ça c'est clair. Il y a certains capteurs, en fait, il faut bien comprendre que dans un satellite, il y a des capteurs. Ces capteurs fournissent une information qui peut être sur la composition de l'air, mais on ne sait pas tout mesurer. Donc, une partie, en fait, des éléments polluants, il faut distinguer les émissions et les éléments polluants. Hein. Donc, une partie est mesurable à partir de satellites. D'autres, elles sont plus difficiles à identifier. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la révolution spatiale qui est en cours, avec, vous le savez, un nombre de satellites et de capteurs différents de plus en plus importants qui sont mis en orbite. Et dans les années à venir, je dirais qu'on arrivera à peu près tout mesurer. Pour répondre plus précisément à la question, on travaille en commun, par exemple, avec Airparif, sur leur capacité chimique de la composition de l'air. C'est-à-dire que nos données seules, souvent, en fait, donnent des grandes tendances, permettent des mesures d'évolution et de la modélisation. Et la capacité, en fait, de Kairos, c'est de fusionner ces données satellitaires avec des données granulaires au sol sur la chimie de l'air, par exemple. Donc la réponse à cette question, c'est oui. Si on est parfaitement transparent, on ne sait pas tout faire. On ne sait pas tout faire à l'heure près au niveau de la microparticule. Mais par exemple, sur les dioxydes d'azote et l'exposition des populations, on combine
les concentrations de population grâce au positionnement des téléphones portables, par exemple, avec des cartes d'émissions, des cartes de pollution aux oxydes d'azote. Donc, il y a des choses qu'on sait faire. Et il y en a d'autres sur lesquelles on est en cours de développement. Autre question, Chloé? Oui, si on a encore le temps. Je me tourne vers Zaya. Oui, on a encore le temps. Ouais. Ok. Donc une question, une personne qui remarque qu'on a beaucoup axé les interventions et les réflexions sur les sujets techniques et de confort d'habitat. Et donc elle demande quel accompagnement pour intégrer aussi les approvisionnements et flux eau, alimentation, énergie à ces réflexions sur l'adaptation. Alors, c'est une question qui sort un peu du champ, effectivement, des intervenants, là, puisque, alors, à moins que vous ayez vous-même des réponses sur ces autres sujets, que sont, tu disais, Chloé, l'eau. Oui, les questions d'approvisionnement, eau, énergie, alimentation. Eau, énergie, alimentation. Bon, ça ne rentre pas forcément dans votre champ, je pense, Kairos. Alors, ce que nous, on sait faire, c'est mesurer en fait la chaîne d'approvisionnement parce qu'on est capable de suivre, par exemple, des molécules de carbone de la production jusqu'à sa consommation. Donc ça, on a des modèles pour ça. En ce qui concerne l'eau, nos solutions permettent d'optimiser, par exemple, certaines implantations d'aqueducs, certaines implantations de pipelines ou de bornes incendie en fonction des risques des régions concernées. Sur la qualité de l'eau, ce sont des choses qui sont un petit peu plus complexes à faire par satellite. D'accord. Pas d'autres questions, Chloé? Il nous reste combien de temps, Zaya? Peut-être pour... il reste encore un peu de temps, donc on peut revenir un petit peu sur vous, Élodie, sur Urban Canopy. On n'a pas parlé un peu de la formule que vous proposez finalement. Ce sont des solutions où vous vendez ces solutions de végétalisation, ou est-ce que ce sont des locations longue durée? Combien ça coûte finalement une solution comme ça? Alors aujourd'hui, donc on commercialise les corolles, donc les grandes que vous voyez ici. On vient de lancer Mini Corolle, donc qu'on a présenté au CES de Las Vegas il y a 2-3 semaines. Donc qui fait 3 mètres de haut, 4 mètres de diamètre, donc qui fait 20 mètres carrés. La petite, la grande, donc elle fait 5 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on vend donc toute la solution avec son pot, sa terre, même ses plantes. Donc on travaille avec une pépinière qui s'appelle Pépinière Javois, qui fait que du B2B plantes grimpantes avec le label végétal local, où on a donc notre stock de plantes chez elle. Et donc une corolle aujourd'hui, donc le grand modèle tout compris, on est à 10 000 €, quoi. D'accord. Voilà, on les installe aussi. On peut aussi proposer entretien des plantations. Donc aujourd'hui, en fait, on propose vraiment une solution clé en main avec aussi l'irrigation intelligente pilotée à distance, donc sous forme d'abonnement. Voilà. Et puis c'est possible aussi donc de faire de la location, mais plutôt sur de la longue durée, donc 3 ans minimum. Et puis donc sur la petite corolle, donc la mini corolle, on est à partir de 4 500 €. Et puis donc le but, nous, c'est de proposer in fine un catalogue avec plein de modèles différents. Et d'ici quelques temps, vous êtes archi, super, on dessine le modèle avec vous sur votre toiture, par exemple. Donc on est en train de mettre ça en place. Pour l'instant, c'est en phase de R&D sur les modèles toiture façade. Alors c'était une des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'effectivement vous travaillez sur les sujets de végétalisation de bâtiments? Alors justement, nous, c'est le but, parce qu'on parle justement d'encombrement urbain. Donc c'est pas pour développer forcément des solutions qu'au sol, parce qu'on n'a pas assez de place. Et donc, on sait que la majorité de la place, elle sera en hauteur. Donc, en fait, Urban Canopy est né, on va dire, comme ça. Mais voilà, c'est pas non plus les mêmes normes, les mêmes législations, la même prise au vent aussi. Donc, il faut refaire des calculs, proposer un module. L'idée, c'est, in fine, pourquoi pas de proposer un outil pour les archis, type CAO, DAO, qui puisse justement dessiner lui-même son maillage, suivant justement, en se disant où est-ce que je peux me poser. Si on se pose sur les descentes de charge du bâtiment, je passe au-dessus d'un équipement technique, etc. Quel est le pas du maillage que ça donne? Et ensuite, ça modélise la forme finale, quoi. Donc, bien sûr, ça va prendre un peu de temps, forcément.
Et donc, l'idée, c'est de proposer le premier module toiture d'ici 1 an, quoi. D'accord. Voilà. Il y a un des sujets souvent qu'on pose sur la question de la végétalisation en ville, qui est quand même une des pistes principales quand même, de lutte contre les îlots de chaleur. Et pour le confort d'été, c'est la capacité effectivement du végétal à bien résister en fait dans la durée. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on mène aussi pas mal de R&D côté plantes, ouais. Côté agro, donc notamment avec l'INRAE et donc les pépinières Javois, pour justement choisir au mieux la palette végétale et comprendre justement l'impact du milieu contraint sur la pousse des plantes. Puis comme le disait Magali, les climats vont changer, les plantes même, l'adaptation des plantes dans des milieux vont même évoluer. Donc, quelles seront les plantes grimpantes de demain dans tel milieu qui sont pas forcément les mêmes qu'il y a 5 ans. Et donc, derrière, il y a... En fait, comme c'est du vivant, ça bouge constamment. Hein. Et donc, en fait, finalement, on fera toujours de la R&D sur le végétal, sur le vivant, et il faudra toujours continuer dessus parce qu'il faudra toujours s'adapter, quoi. Donc, aujourd'hui, on a une palette végétale d'une dizaine de plantes grimpantes, mais voilà, qui diffèrent aussi suivant les territoires, suivant les climats, suivant la topographie du site, etc. Suivant les pays. Alors là, forcément, c'est pas les mêmes plantes suivant les différents pays, mais voilà, ça va bouger perpétuellement, même suivant aussi nos types de structures. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours continuer cette partie R&D. Ouais. Ok. Pour terminer, Julien, peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou deux de ce que vous avez fait avec une collectivité locale, par exemple, en termes de prévention des risques climatiques? Alors, aujourd'hui, le projet le plus avancé est un projet européen avec 7 capitales, dont la métropole du Grand Paris, où on a un tableau de bord de la métropole du Grand Paris avec, par type d'activité humaine, les émissions de carbone, que ce soit par le transport, et le tout à une échelle très faible, hein, donc un maillage très fin, qui permet de voir l'évolution quasi en temps réel des émissions de CO2. Donc sur la métropole en question. Donc c'est en cours de prototypage. Aujourd'hui, c'est une interface qui est disponible pour les élus pour mesurer l'évolution de la pollution. Ok, merci beaucoup Julien. Merci aussi Elodie, je crois qu'on est arrivé au terme de notre table ronde. Et puis, je vois que Chloé me fait signe, donc peut-être encore un petit message. Dernière question. On a deux personnes qui nous disent qu'elles sont un petit peu frustrées, qu'elles auraient aimé voir toutes les solutions pour répondre aux problématiques de canicule. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'était vraiment une séance introductive sur ces questions d'adaptation au changement climatique. Et comme l'a annoncé Gilles en début d'événement, il y a bien un cycle d'ateliers qui vont traiter des thématiques spécifiques de l'adaptation au changement climatique. Et le prochain atelier, il me semble, portera sur justement le rafraîchissement urbain. Donc, on approfondira, on fera davantage le tour des solutions qui peuvent être proposées. Et puis, c'est bien un atelier, donc l'idée sera aussi de réfléchir ensemble. Oui, tout à fait, Chloé. Pour rebondir là-dessus, effectivement, c'était une table ronde inaugurale. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner un tour d'horizon rapide, hein, trop rapide sans doute, du sujet. Donc, notre objectif, effectivement, c'est d'arriver à construire des ateliers plus approfondis et plus thématisés qui vont se dérouler dans le courant de l'année 2022. Donc, on n'a pas encore fixé toutes les dates. Hein. D'ailleurs, on est en train de regarder un peu les thématiques qu'il faudrait privilégier aussi, hein, dans ces ateliers. Donc, ça peut être peut-être intéressant si les personnes qui sont connectées dans le chat peuvent nous faire part de leurs intérêts prioritaires, parce que effectivement, il y a plein de thématiques sur les bâtiments, sur les infrastructures, sur les inondations, sur la chaleur, la sécheresse, sur le littoral, la montagne. Enfin, il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Donc, on va être obligé de choisir un peu, forcément. Mais on va essayer d'aborder effectivement ces différentes thématiques. Et donc l'idée, c'est d'avoir effectivement dans ces ateliers des réponses, enfin en tout cas des pistes
pour voir comment on peut orienter l'accompagnement des territoires sur le sujet. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a une dimension d'ingénierie, de conception, de méthodologie sans doute, hein, qui est importante dans l'approche initiale du sujet au niveau des territoires. Mais il y a aussi une approche par rapport aux investissements en fait, qui sont faits. Parce que chaque décision aujourd'hui qui est prise sur un investissement, elle engage souvent sur 15, 20, 25 ans, voire plus. Et donc, si on n'a pas mis dedans la dimension conception sur l'adaptation au changement climatique, on peut se retrouver avec des obsolescences plus rapides que prévu, et donc de l'argent perdu finalement. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc le but, c'est aussi d'aborder la question sous l'angle de l'investissement et de la conception de l'investissement. Voilà, et donc c'est ça qu'on va essayer de faire dans ces ateliers, et de voir dans quelle mesure, nous, en tant qu'institution financière publique, hein, pour reprendre un peu le terme de Vivian tout à l'heure, on peut proposer des solutions, et donc des incitations financières, ou en tout cas des interventions financières pour les investissements et l'ingénierie, notamment. Merci Gilles. Merci en tout cas à tous. J'espère que cette table ronde aura été intéressante, et puis donc on vous donne rendez-vous donc pour le prochain rendez-vous, donc c'est le 17 mai effectivement pour le premier atelier. Pardon, 17 mars, pardon, excusez-moi. Merci, au revoir à tous.